Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS. Bon, aujourd'hui le setup est un peu gaze, on va avouer, mais Brad est parti à la bibliothèque d'Alexandrie pour progresser en psychologie, pour progresser au basket aussi. Donc malheureusement, on est obligé de faire en visio. Je vais essayer de faire en sorte que le son soit le mieux possible, mais je pense que ce sera quand même moins bien que d'habitude. En tout cas, justement, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un like, de donner de la force, de vous abonner, de commenter avec nous. Il y a pas mal de choses à dire, la saison régulière d'Euroleague vient de se terminer. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire. On sait qui va jouer qui, en tout cas sur les play-in. Les play-offs, ça reste encore à déterminer. Voilà, Brad, tu vas pas nous raconter ton week-end? Si tu veux nous raconter ton Non, week-end? Non, c'est bon, on s'en fout. non, juste on a joué jeudi contre Paris Centre, voilà, on les a bu, Ah, c'était un on a match en fait. retard? Ouais, Ah, vous avez gagné du coup? ouais, Ok. Vous êtes on pas les a mieux alors. bu, on a failli choke à la fin parce que vas-y, on aime trop ça, mais en vrai, on a dominé le match depuis le début, et puis voilà quoi, un petit week-end tranquille. Et toi, t'as dominé? Non, parce que ça fait 3 semaines que je suis nul, voilà. T'as fait Je, un combien au tir? un 16, un Ah, 17, mais c'est bien, pas mal. un 14, je sais pas, mais en tout cas, j'ai 10. Ouais, pas mal, pas mal. Ok, très bien. Bon, écoute, on est parti tout de suite sur la semaine des clubs français. C'est parti pour la semaine des clubs français. Attends, je sors mes notes. On va commencer tout de suite par le match qui opposait l'Asvel à l'AS Monaco, qui se jouait donc à Villeurbanne. Bon, l'Asvel qui n'avait plus rien à jouer, Monaco qui devait sécuriser une place dans le top 4. Euh, un match franchement qui a été beaucoup plus serré que ce à quoi on aurait pu s'attendre. L'Asvel qui, comme ses collègues de bas de tableau, s'amuse à bien faire chier les équipes qui ont encore des trucs à jouer. On a vu le Maccabi les dernières semaines, Berlin et tout. Comment t'as vu qu'est-ce que t'as pensé de ce match de l'Asvel? Comment tu sens Monaco avant le début des playoffs? Non, je suis d'accord avec toi. Monaco a été devant quand même à la mi-temps. Je trouve que l'Asvel a été digne, comme sur la fin de saison. Ils ont pris 2 victoires là, il n'y a pas longtemps contre Olympiakos et contre Kaunas, comme on le disait. Et là, je les trouve dignes encore une fois. Ils ont bien clôturé leur saison. J'ai trouvé un Théo Malédon qui a réussi un peu à ramener un petit peu l'Asvel. J'ai beaucoup aimé le match de Nil Sako. Je trouve qu'il a fait vraiment un vrai bon match. Un bon gros double-double. Je vais te donner les stats tout à l'heure, mais franchement, j'ai beaucoup aimé le match de la l'ASL. Après, je m'attendais à ce que Monaco gagne ce match parce que on a Monaco qui a des aspirations, qui a des ambitions beaucoup plus importantes que celles de l'ASL. Mais je suis d'accord, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré. Mais en même temps, je suis pas si surpris de ça parce que l'ASL sous Pierre Coupet joue toujours bien et lâche rarement des matchs. C'est vrai qu'ils ont un peu de mal sur quelques matchs ces derniers temps, mais voilà. On sait très bien que l'ASL Monaco, c'est un classique maintenant. Ça se retrouve dans le championnat de France, ça se retrouve lors des semi-finales. Voilà, donc se croise assez souvent lors de la saison. On connaît sur les forces et les faiblesses de chacun. Donc honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce match. Pour revenir aux statistiques, comme je te disais, Nick Sako, il a fait un gros double. Il fait 20 points, il joue 33 minutes, il fait 20 points, 11 rebonds, donc une passe, encaisse des balles. Malheureusement, ils ont perdu, mais il fait un vrai gros match. Je suis plutôt content de ça. Et j'ai mon deuxième MVP de la rencontre, c'est Andrew Robertson. Andrew Robertson, je trouve que défensivement, ce qu'il apporte, C'est costaud. c'est costaud, c'est exceptionnel. Alors en fait, on le sait parce que c'est un joueur qu'on a découvert avec OKC dans ses grandes années, grand défenseur qui n'est pas capable de mettre un tir, on l'a déjà répété, on va pas rephraser tout ça, mais je suis toujours impressionné par cette capacité vraiment à défendre, il faisait à 3 points sur le moment, je crois que c'était à la mi-temps. Donc non, j'ai aimé le match de l'Asvel. Et côté Monaco, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as des choses à dire sur ce match-là? Alors déjà moi, pour compléter ce que tu dis sur l'Asvel, on a vu pas mal de Yohan Sissoko sur ce match Mhm. et je l'ai trouvé très bon. Je sais pas si tu as les stats, je pense qu'il fait au moins 2 ou 3 passes décisives. Je l'ai senti à l'aise, vraiment pas un jeune, tu vois, qui vient d'arriver. Franchement, il a joué, il a pas forcé, il a joué ses pick and roll, il a trouvé des décalages. Je le vois trouver une passe, je crois que c'est pour Nil Sako, une passe pour David Laïti, attaque en close-out. Donc franchement, intéressant pour la saison à venir, éventuellement pour la fin de saison aussi en Belgique, puisque la saison de l'Asvel est terminée pour l'Euroleague. Euh, Après, Pour les, Monaco. pour Oui. les stats, il joue 12 minutes 45, il fait 3 rebonds, 3 passes,
4 déval, plus 2 de plus minus. Donc en voilà. plus, il est. Pour un jeune joueur espoir, c'est vraiment pas mal, surtout contre une grosse équipe d'Euroleague comme Monaco. Moi, j'ai trouvé que c'était un match qui était très serré. Monaco mettait un peu des coups de boutoir, mais l'Asvel résistait, remettait toujours les gros tirs, notamment par Théo Malédon. Alors, on n'a pas vu le meilleur des Nando de Colo, mais voilà, Nils Sako qui a apporté, André Robertson, on l'a dit, qui a apporté aussi du jeu de relance. Maintenant, côté Monaco, Mike James était dans un très bon jour. Il a très bien trouvé Daniel Theis, il a très bien trouvé Mame Jaité. La rotation sur le poste 5 est bien ancrée à Monaco et les deux font vraiment du gros boulot. Donc ça va être très compliqué, peu importe le match-up. Bah non, attends, ils sont 4. Ouais, ils vont jouer le Barça, ça on en parlera après du coup. Mais du coup, c'est un très gros match. J'ai adoré le match de Mathieu Strazel. Vraiment, je l'ai senti patron, tu vois. Je l'ai senti quand il y avait des petits moments de creux où justement la zèle revenait, etc. Il jouait, il prenait ses tirs, il mettait les pics, il mettait les choses en place, etc. Et je trouve qu'il fait un très bon match. J'ai pas les stats parce que j'enregistre l'écran. Je vais te les donner. Pour revenir juste sur Mike James, il fait un gros match, tu l'as dit, il fait 20 et 7, 26 déballes, c'est la meilleure rival de Monaco. Il fait 6 fautes provoquées aussi. Pour Mathieu Strazel, comme tu viens de le dire, il fait un vrai bon match et il remplit plusieurs cases. Il joue 22 minutes, il met 10 points, 1 sur 2 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points. Il fait 5 rebonds et 3 passes décisives, tu vois, 16 déballes, 6 fautes provoquées également. Donc voilà. Ouais, et donc du coup, sur la fin de match, donc c'est très serré. L'Asvel est à -3 et Malédon a un switch sur Mame Jaité. Et il s'attend très intelligemment à ce que Mame Jaité fasse faute, puisque pour avoir 2 lancers francs, donc il se jette un peu au moment où Mame Jaité s'approche pour avoir 3 lancers et être dans la continuité. Sauf que Mame Jaité, très intelligemment, ne met pas les mains. Et du coup, on voit Théo Malédon qui prend un tir casse-croûte à 3 points. Enfin, il fait même pas son tir normal, quoi. C'est vraiment pour chercher de la faute, sauf qu'il n'y a rien du tout. Et l'Asvel perd un peu sur ça. Donc bon, tu vois, c'était vraiment un jeu d'échecs. Genre, ok, on sait que TJ Short, tu vois, Nadir Rifi notamment contre le Real la semaine dernière, on a vu ça, les histoires de continuité, des mecs qui savent qu'il va avoir faute. Là, c'était bien pensé de la part de Malédon, mais mieux pensé de la part de Mame Jaité. Donc, bravo à Monaco, bravo à Mame Jaité, franchement, qui fait sous Spanoulis, qui fait vraiment une grosse deuxième partie de saison. Et donc voilà, pour ce match-là, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je suis plutôt d'accord avec toi. Juste sur la fin du match, je trouve que les arbitres, ils ont un peu trop influencé parfois la rencontre dans les coups de sifflet qu'ils ont pu donner. Mais influencé dans quel sens? En fait, je trouve que les décisions arbitrales ont pris trop de place par rapport au jeu. Sur la fin de match, Mike James, il prend une faute à 3 points. Il y a faute, hein, il y a clairement faute. Mais du coup, on peut siffler aussi la faute de Boston Games sur De Colo, parce que voilà, il y a une faute. Il y en a une sur Théo Malédon au moment où il attaque le cercle. Pareil, il a pas la faute. Tu vois, je trouve que ce match-là, sur la fin, a été assez influencé par les arbitres. Mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu moins, qu'on laisse plus place au jeu. Exactement. C'est pas grave, l'Asvel ira en NBA Europe et ils auront des meilleurs arbitres. Ok, on passe sur du coup l'autre club français, Paris, qui recevait l'Alba Berlin. Ouais. Paris qui pour s'assurer rien du tout, était déjà assuré de jouer les play-in, pouvait espérer atterrir à la 6e place si tout le monde perdait. Et donc eux ils ont fait leur job, hein, et franchement c'est un match maîtrisé de bout en bout. À la fin ils se font un peu peur. Berlin revient un peu, mais franchement il y a plus 15, plus 20 tout le match. Match maîtrisé. Franchement, j'ai pas trop envie de m'étaler sur ça. On parlera peut-être un peu plus de Paris sur les prévus des play-in, mais voilà, match maîtrisé. TJ Short propre, Nadir Rifi propre, Herrera toujours dans la lignée, Tyson Ward gros match, Yontunen. Moi, Yontunen c'est mon MVP sur ce match-là. Il a vraiment un gros impact, à l'inverse de Gabriel Procida qu'on n'a pas vu du tout. Il a fait un vrai bon match, Gabriel Procida. Je l'ai trouvé très percutant, notamment pour passer du banc au banc. Il a pris un rebond offensif. Il a provoqué une faute, je crois, sur un rebond offensif. Ouais. Il a joué 5 minutes. Franchement dramatique. La saison de Gabriel Procida, j'en parlerai dans mon livre. Je mens, il n'y aura pas de livre. On va le brûler, le livre. Voilà. Donc voilà, bon, franchement, Paris a vraiment dominé. On va pas s'étaler là-dessus. À part que Tyson Ward, Steph Curry, apparemment, il shoot à 20 mètres. Paris, à la fin, ils étaient que en mode on artille à 9 mètres et ça tombait dedans. Donc écoute,
tant mieux pour eux. Au final, ils se retrouvent 8e, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, tu passes de la 10e à la 8e place. Et donc, on fera la preview des play-in dans une autre catégorie. On fait le daily review en vite fait sur les matchs qui étaient intéressants. C'est parti pour le daily review. Je sais pas si je vais couper en fait, donc c'est parti tout de suite pour le daily review. Le daily review. Parlons donc du match le plus intéressant, à savoir Pana Étoile Rouge. Franchement, moi je me suis rendu compte en regardant ce match que j'aime pas trop le Pana. Je pense que c'est à cause d'Ergin Ataman, tu vois. Parce que, en tant que supporter parisien, je voulais que le Pana gagne, tu vois. Mais en même temps, quand l'Étoile Rouge faisait des bonnes actions, j'étais content, tu vois. J'étais pour l'Étoile Rouge plutôt. Donc j'étais un peu tiraillé. Finalement, c'est le Pana qui s'en sort en prolongation. Alors, l'Étoile Rouge, est-ce qu'ils peuvent s'en mordre les doigts? Est-ce qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux, selon toi? Je pense qu'ils peuvent s'en mordre les doigts. Je pense qu'ils peuvent s'en mordre les doigts parce que sur la fin du match, ils ont un Panathinaikos qui est distancé. Ils ont réussi à faire ce petit run là qui leur donne 8 ou 9 points d'avance de mémoire. Et à ce moment-là, je me dis, si tu gères bien tes possessions, tu as moyen de clôturer ça et de ne pas aller en play-in, finalement. Sauf que, oui, on sait qu'ils sont forts, le Pana. Oui, on sait qu'ils sont capables de mettre des gros tirs, mais ils ont laissé s'effriter tout ça. Et à ce jeu de tirer vite et de ne pas mettre dedans, parce que ça, je pense que c'est ça aussi qui les attire, de ne pas mettre dedans, je suis sanctionné. Parce que à ce jeu-là, il y a un mec qui va prendre une MVP dans pas longtemps, qui s'appelle Kendrick Nunn, parce que, comme on l'avait dit il y a 2 semaines, il va mettre 2 fois 30. Et du coup, il a mis 2 fois 30. Donc, une fois, il met 37. Et l'autre, là, il a mis 31. Donc bon, on s'y attendait. Petit match, il fait 31-10, Kendrick Nunn sur 10 assists. Ouais, normalement, si je dis pas de bêtises, je vais donner les stats tout de suite. Combien d'éval, du coup? Je vais te dire ça tout de suite, mais 31-10 quand même. Plutôt bon joueur de basket. Il fait 35 d'éval. Voilà, il a fait un... Bon, ça veut dire qu'il a bien arrosé quand même. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, il fait 35 minutes, 31 points, 3 sur 8 à 2 points, 6 sur 10 à 3 points. Correct. 7 sur 7 lancers francs, 10 passes décisives. 3 pertes de balles, 5 fautes provoquées, voilà, 35. Putain, les balles passes quand même, je trouve. Parce que je pense qu'il rate quand même un peu à 2 points et il prend des fautes et il a fait des pertes de balles aussi. Donc c'est ça qui fait un peu diminuer. Ouais. Mais la plus grande éval de cette journée, je crois que c'est Mirotic qui a fait une éval à 40. Mais bien sûr que le match. J'ai pas regardé. C'était contre Baskonia, c'est ça? Le match que j'ai pas regardé, on va pas en parler. Ouais, faut pas être bête. Mais en tout cas, pour revenir sur le Pana, oui, le Pana, sur la fin, a été fort. Et on voit pourquoi c'est les champions en titre. Parce que Juancho a mis des tirs. Je l'aime, ce joueur. Mais Kendrick Nunn a mis des tirs. J'ai adoré le match de Wenyen Gabriel. Franchement, bravo, monsieur. Parce que dans la raquette, la présence qu'il a eue. Et c'est bien fait régaler par Kendrick Nunn. Ah oui, bah, il a toute la soirée, franchement. Wenyen Gabriel, il joue combien de temps? Il joue 22 minutes. Mais 16 points, 7 sur 7 à 2 points, il ne prend du tout 2 sur 3 au lancer franc. Donc, il prend 2 rebonds, il fait 15 déballes. On complémente ça sur le poste 5 avec Omer Yurtseven qui met 11 points, 5 rebonds aussi de l'autre côté. Donc, tu as un poste 5 qui t'a mis 27 points, qui a pris 8 rebonds et qui a été plutôt efficace. Forcément, c'est un bon match, mais je suis d'accord avec toi. Tu me diras ce que toi t'en penses. Moi, je pense que l'Étoile Rouge peut s'en mordre les doigts très, très, très fort parce qu'ils avaient le Pana à distance dans ce 4e quart-temps au milieu du 4e quart. Moi, j'ai trouvé que l'Étoile Rouge fait un très, très bon match dans le contenu. Oui. Qu'ils ont quelques oublis défensifs parce qu'en fait, les 6 sur 10 de Kendrick Nunn, c'est que des tirs ouverts. Il a que des tirs où il est tout seul, tu vois. Autant les tirs de Juancho à la fin, ils sont difficiles et tout. Autant, et encore, heureusement que Juancho fait du 52 au lieu du 51, parce que sinon, ils auraient pu perdre même avant la prolongation. Mais tu vois, et c'est le commentateur qui disait, j'ai rarement vu un joueur aussi peu raté de tirs ouverts. Et c'est vrai et en plus, c'est des bonnes filoches, tu vois. Tu sens qu'il est vraiment dans son fauteuil, dans son rythme et tout. Et donc, sur ça, je suis d'accord. Il y a peut-être eu quelques oublis défensifs. Après, en face, c'est le Pana. On l'a vu contre Paris, c'est une équipe qui est capable de mettre des gros runs, même si Paris a tenu le coup. C'est des équipes qui vont pas se laisser faire. Et il faut être capable de tenir. Sachant que Cody Miller-McIntyre finit le match avec une entorse de cheville, même s'il court et ça a l'air d'aller, par rapport à l'impact qu'il a sur les 3 premiers quart-temps,
On a moins senti justement cet impact-là, cette gestion de tempo. Quand Iago était sur le terrain, c'était un peu plus dur, juste après la blessure justement. Et c'est là que le Pana repasse devant. Hein. D'ailleurs, l'Étoile Rouge était devant à +3 quand Cody Miller-McIntyre se blesse. Et donc voilà, après, franchement, c'était un match, moi je me suis régalé. Je veux bien que tu me donnes les stats sur les passes, parce que je pense que les deux équipes sont à plus de 20 passes. Je dis ça, j'ai pas vu les stats. Hein. Mais à mon avis, les deux équipes sont à plus de 20 passes, et l'Étoile Rouge, je pense qu'ils sont à 25, large. 23 pour l'Étoile Rouge, 27 pour le Pana. Ouais, tu vois. Donc un match à 50 passes d'ess, je sais pas si on en a vu beaucoup cette saison. Il y a eu une très belle doublette entre Petrousev et Kalinic. Kalinic qui met rien des 3 premiers quarts-temps et qui met je crois 10 ou 11 points dans le dernier quart et en prolongation. Que beaucoup sur des passes de Petrousev, qu'il a très bien trouvé sur des coupes et sur des renversements à l'opposé. Ils ont très bien joué sur le short roll ou sur du post-up. Voilà, 6 passes pour Petrousev. Moi je t'ai dit Petrousev c'est Blake Griffin pour moi, vraiment. Sans l'aspect athlétique et tout, mais parce que Blake Griffin, on oublie, hein, mais c'était un super passeur quand Chris Paul était blessé. C'était vraiment un point forward, il prenait le rebond, il lançait la contre-attaque, il arrivait à faire des très bonnes passes. Vraiment. Et donc voilà, j'aime vraiment cette comparaison. Et de l'autre côté, je l'ai dit, Kendrick Nunn, il a régalé Wenyen Gabriel, donc il y a eu en fait 2 connexions de chaque côté. Ils se sont rendus coup pour coup. J'ai aimé, il faut le dire, hein, franchement, je me suis demandé, Mitrovic est devenu bon au basket, parce que franchement, il a un excellent passage. Quand il est sur le terrain, il a été bon, il n'a pas raté. D'habitude, le problème, c'est qu'il rate souvent des trucs faciles. Là, il n'a pas raté. Il a même été à droit au lancer franc. Je pense qu'il a plus de 13 minutes. Ouais, 13 minutes, 13 points, 5 sur 6 à 2 points. Il met 3 sur 5 au lancer franc. Donc voilà, il se dévale. Mais en fait, globalement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Globalement, on a un vrai bon match de basket. Et comme on dit souvent, pour un vrai bon match, il faut 2 bonnes équipes. On a 2 bonnes équipes qui se sont jouées. On n'a pas parlé encore de Nedovic, qui a eu beaucoup d'adresses aussi, parce qu'on parlait de Kendrick Nunn, mais on va pas se mentir que Cody Miller-McIntyre et Nedovic, ils ont arrosé comme pas possible. Ils font 5 sur 9 à 3 points et 5 sur 7 respectivement. Donc ils ont mis dedans, tu vois, les Rouges ils tirent à 48% à 3 points sur ce match-là. Le Pana tire à 42%. Il y a peu de pertes de balles. Il y en a 8 côté Pana, il y en a 9. Ouais. Non mais clairement, c'était un des meilleurs matchs de la saison. On est d'accord, toujours avec l'Étoile Rouge. Et encore l'Étoile Rouge, et encore l'Étoile, franchement. L'Étoile Rouge, ils mériteraient d'aller en play-off. Dommage qu'ils ne vont pas pouvoir y aller, mais ils mériteraient d'aller en play-off. Ça dépend si Paris passe le Real. Mais sinon, si c'est Paris Étoile Rouge, ils ne vont pas y aller. On va voir. On verra sur les previews. Les previews, c'est dur parce que quand tu es supporter. Bref, on y reviendra après. Ouais, écoute, voilà. Après, juste pour finir, Cody Miller-McIntyre, je pense qu'il a regardé les stats de la saison de TJ Short. Il a dit comment ça, TJ Short, il tire à 42% à 3 points, moi je suis à 32. Vous allez voir, je crois qu'il commence par un 4 sur 4 à 3 points. Sachant qu'il y en a un où il y a un coup de sifflet juste avant qu'il tire, il le met aussi. Bon, le problème c'est que au Pana, il y a un mec, quand tu le mets sur un attaquant, il l'éteint, c'est un extincteur. Kalaitzakis, il est rentré et fait rater son premier tir à Cody Miller-McIntyre. Il lui vole une balle sur la montée de balle. Franchement, c'est une peste. Et c'est un mec qui va pas demander quoi que ce soit. Mais défensivement, il joue pas assez pour être Deepoy, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs défenseurs de Euroleague, si ce n'est le meilleur, en tout cas sur les postes extérieurs. Je vois peu. Après, c'est plus facile quand tu es dans un rôle purement défensif. Tu vois que t'as pas besoin forcément d'attaquer, mais vraiment, on l'a vu l'année dernière sur Lorenzo Brown, et même en playoff, et là on l'a vu encore sur ce match-là. Final Four. Ouais, Final Four, franchement, c'est très très fort. Voilà pour ce match-là. Autre chose à dire ? Non, je suis d'accord avec toi. Le Pana qui s'en sort, Pana qui sécurise sa 3e place. Il va avoir bien à faire en playoff, parce qu'il tombe sur une équipe un peu relou quand même, que j'en parlerai un peu plus tard dans mes tops. Et voilà. Moi, je voulais parler de Olympiakos Maccabi, on va en parler. Non, parle de Partizan Real. Exactement ça que je voulais aller, Partizan Real. Globalement, donc, on a un match de basket où le Partizan n'a plus rien à jouer. Je trouve que sur le début du match, il met plutôt un beau visage. Et on était vraiment sur un match d'attaque. Et je disais, bon, le Real, là, si on va tout faire un match d'attaque, ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont bien le défendre. Ibaka sur le terrain, ça me fait plaisir. Oui, il domine encore une fois. Encore une fois, il domine. Incroyable ça, c'est fou ça, putain. Si seulement on avait dit. Enfin bref.
Aujourd'hui, c'est pas le jour où on va le plus tirer sur Chus Mateo. Exactement. C'est pas le jour où on va plus se tirer dessus, mais Serge Ibaka joue 18 minutes, il fait 11 points, 10 rebonds. Et il met des contres aussi, je crois. Ouais, il met des contres, je veux dire, ça bloque, il met deux contres. Deux contres. Il met deux contres. Donc voilà, il fait des 11-10, deux contres. Franchement, exceptionnel. Il fait une passe, il fait deux paires de balles, 16 des balles. Donc non, il fait un très bon match encore une fois. Donc je suis très content de le voir sur le terrain par rapport à ce qu'il a apporté. On a un match disputé, je trouve, avec Oussama Moussa qui est bien calme, qui est bien mieux ces derniers temps, je trouve. Il a un vrai passage à vide. Là, ça va beaucoup mieux. On peut dire qu'il fait une saison très moyenne. À l'image du Real, de toute façon. J'ai dit, on peut dire qu'il fait une saison très moyenne à l'image du Real. Oui, c'est moyen, c'est irrégulier même. C'est ça le terme, irrégulier. Ouais, mais tu vois, moi, de Moussa, j'ai pas le souvenir. Alors peut-être que tu as les stats sous les yeux, tu pourras regarder. Mais moi, j'ai même pas le souvenir de l'avoir vu faire des énormes matchs où il a dû en avoir 2-3 dans la saison. Mais c'est un joueur qui, normalement, est à plus de 13-14 points de moyenne au Real. Il a 12,7. Oui, il a 12,7. Mais alors, je sais pas, les pourcentages, comment c'est. Enfin, j'ai pas, en tout cas, l'impression visuelle que j'ai, c'est que Zaha Moussa fait pas une bonne saison. Il est à 53% à 2 points, il est à 39% à 3 points, il est à 80% au lancer franc. Bah, tu vois, donc, ouais, en fait, je pense que c'est irrégulier. C'est irrégulier parce qu'il a eu un trou. Il fait pas une mauvaise saison, moi, je vais te dire ça tout de suite. Tu vois, regarde, contre le Bayern, premier match, il fait 18, 12, 17, 15, 17. Après, il a 4, 13, 9, 1, 9, 15, 12, 22, 10. Tu vois, il fait pas une mauvaise saison. Et sur les derniers matchs, sur la fin de saison, il a un trou vers la 24e, c'est ça. 24e journée contre Monaco, il fait 2 points. Contre les Fesses, il fait 0. Après le Barça, il fait 16. Pana, il fait 12. Bologne, il fait 13. Asvel, il fait 10. Milan, il fait 21. Et le Rouge, il fait 4. Paris Basket, il fait 20. Et Partizan, il fait 15. Donc, tu vois, il a eu des trous, parfois, et on les a vus sur le match, mais c'est juste qu'il est à l'image du Real, et je suis tout à fait d'accord avec toi, un Real qui est irrégulier, un Real qui est sur le point alternatif, donc forcément, les joueurs ont l'impression qu'il descend. Et après, il a été blessé aussi à un moment, où il y a un match où il n'a pas joué dans le match. Ouais. Il n'a pas joué. Voilà, sur ce match-là, le Partizan, comme je dis, ils n'ont rien à jouer. Le Partizan qui a de l'adresse, très bien. Ça nous emmène sur un match qui est plutôt serré, et ça nous emmène sur une égalité en fin de match, tu vois. Mais je suis un peu, avant d'aller sur l'égalité de la fin de match, je suis un peu frustré. Pourquoi ? Parce que, à l'image de l'Étoile Rouge contre le Canard, le Partizan a le match dans les mains. Le Partizan a le match dans les mains parce que, à l'entrée du 4e quart-temps, ils sont 74-65. Les Reds, je trouve qu'ils sont à la rue. Ils marquent un peu des exploits, tu vois, de Ezenia, de Moussa. Et je trouvais que le Partizan était vraiment tellement supérieur. Bruno Mélis leur a fait un chantier comme pas possible. Je crois qu'il est 11 points dans le quart-temps. Et à l'entrée du 4e, je les trouve moins efficaces, je les trouve moins concentrés. Et ça t'amène à une dernière action, une égalité. Et je te laisse la décrire parce que j'ai pas envie de donner du crédit à Timothée. Donc, toi, dis-moi ce que t'en as pensé. Non, mais alors, avant la toute dernière action, donc je suis d'accord avec toi, sur le 4e quart-temps, il y a plusieurs actions, notamment, il y a un truc où tu te dis, bon, ils sont en train de craquer, où il y a une remise en jeu, ils perdent la balle sous leur panier, ils encaissent un panier. Donc voilà, c'est des trucs que quand tu veux finir une saison bien à domicile et tout, face au Real, tu peux pas te permettre de faire ça, tu sais qu'ils vont pousser. Donc il y a une égalité, il y a Sergio Llull qui fait un très bon match avant même cette possession, qui est d'ailleurs très bien accueilli. C'est là que tu vois que c'est un grand champion le mec, parce que avec l'histoire avec Kevin Punter là, il y a 2 ans, ils n'ont pas oublié les fans du Partizan, ils l'ont sifflé à chaque fois qu'il avait la balle, bien sifflé, et pourtant il fait peut-être son meilleur match de la saison même. Et donc il y a une possession où il est défendu par Carrick Jones. Chef, Carrick Jones. Le poteau, il a 38 ans, il est droitier. Comment tu te fais driver sur ta main droite ? Bon, il a le droit d'avoir de l'aile, mais en vrai, tu dois même pas perdre ce duel. Il drive sur sa main droite, il le dépasse, il va au contact, il fait un petit flotteur par-dessus. Voilà, bon. Carrick Jones se rattrape derrière en mettant un gros tir en 1 contre 1 face à Tavares. Un gros punch dribble, il prend le tir. Tavares avec son allonge, on sait que faut vite le tirer parce que sinon tu peux vite te faire contrer. Donc respect à lui, il égalise, il rattrape son truc.
Il a fait une bonne séparation sur son dribble. Ah oui, bah, parce qu'il savait que, enfin voilà, quand t'attaques un grand et que, en plus, Gary Jones c'est un force slasher, il s'est dit que voilà, c'était très bien joué, hein, franchement, bravo à lui. Derrière temps mort du Real, et là, c'est là que je vais donner du crédit à Chus Mateo. Il dessine un play pour ouvrir la raquette pour Walter Tavares, de toute façon, qui fait une très très grosse fin de saison, et qui arrive à prendre sa position sur Koprivica, qui se retourne, qui fait un hook. Tavares, franchement, autant les pieds c'est un peu bancal, autant c'est quand même un grand qui a des bonnes mains, qui est capable de mettre des flotteurs. Il a des bonnes mains, il a des mains en or. Il a des mains en or. Ça, c'est pas des bonnes mains, ça. Oui, ok. Et si tu veux, des mains en or, je sais pas, parce que c'est pas Moté Younas quand même, c'est pas. Ah non, franchement, il a un toucher de balle. C'est pas Jokic, c'est pas. Bon, après, Jokic, c'est un peu niveau. Non, mais je veux dire, en termes de toucher, Tavares, il a des très bonnes mains. Il a pour un grand un peu pâteau, etc. En fait, c'est parce que son profil, on n'a pas l'habitude de voir des mecs de son profil mettre des hook-shots avec autant de régularité. Même des flotteurs. Souvent, il met des flotteurs, etc. Dans les matchs. Mais tu sais, moi, je vais te dire un truc, c'est que quand tu joues, je sais pas si tu as déjà fait des tirs sur les petits paniers latéraux, etc. Et tu vois que quand tu es à la hauteur du cercle ou plus proche, c'est facile. Franchement, c'est beaucoup plus facile de doser, de mettre des petits flotteurs, etc. Donc, bon, Walter Tavares, il fait 2,22 ou un truc comme ça. Après, il y a plein de joueurs de 2,22. Non, regarde, même Yousfal. Franchement, Yousfal, sur le flotteur, autant sur les hooks, c'est pas la folie, autant sur le flotteur, Yousfal, je le vois souvent être proche de la ligne des lancers francs et aller chercher ce petit flotteur parce qu'ils sont tellement grands, en fait, c'est assez facile de les mettre dans le cercle. Bref, très bonne action de Chus Mateo parce que tout le monde s'attend à ce que ce soit pour Campazzo, soit pour Ezonia, soit sur Moussa. Personne s'attend à ce que le dernier play soit pour Walter Tavares. Et franchement, ça a été très. Tu disais quoi? Moi, je pensais que ça allait être pour Yul. Ouais, ou pour Yul, voilà, t'as 4 joueurs sur le terrain des extérieurs qui sont capables tous de mettre des gros tirs et qui ont déjà tous mis des gros tirs, et tu la donnes à Tavares. Et voilà, de toute façon, il y a égalité. Donc en soi, au pire, tu vas en prolongue. Sachant que dans le momentum, t'es quand même bien, mais le play est très intelligent, franchement. Et donc, pour une fois, bravo à Chus Mateo. À moins que, il faudrait que je réécoute le temps mort, à moins qu'il avait fait un play pour Yul et qu'il était bien défendu et qu'il se retrouvait avec. Non, mais franchement, vu comment c'était fait, j'ai vraiment l'impression qu'il cherchait ça, tu vois. Parce qu'ils l'ont vite donné à Tavares. Mais donc voilà, le Real qui gagne, qui s'offre une place de 7ème. Donc, 2 chances d'accéder au playoff. Le Partizan, de toute façon, on l'a dit, qu'il n'y avait plus rien à jouer et qui termine sur la défaite, qui n'ont pas démérité, mais qui était un peu juste. J'ai adoré le match de Koprivica, qui a été très bien trouvé aussi par Franck Ntilikina, qui fait un bon match à la passe. Après, voilà, je ne vais pas m'étaler côté Partizan, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. La saison Gros match de Iffelumberg. Franchement, bel impact une fois de plus. Ah, on me dit qu'il n'a pas joué et c'est le seul joueur avec John Washington à ne pas avoir joué. Voilà, merci. Ah oui, je voulais juste dire aussi, Gabriel Deck, t'as vu, t'avais un mulet, il était vite fait, on disait rien. Là, tu commences à faire des trucs, poto, on peut pas laisser passer. T'as vu? Genre, déjà, t'as un tir bizarre, en plus, t'as une tête bizarre, et en plus, tu fais un mulet. Gros, c'est quoi le délire? Enfin bref. Mais tir bizarre, il met, hein. Ouais, il met. Mais qu'il n'oublie pas que quand il y avait Gershon, il était bien sur le banc. Voilà. Voilà pour ce match-là. Ok. Bayern Fener. Bon, le Fener est arrivé avec quasiment. Enfin, ils avaient la première place à jouer, mais en soi, j'ai pas l'impression que ça les intéresse. Enfin, si, ça les intéressait, mais c'est pas non plus quelque chose que tu cherches absolument, puisque de toute façon, tu sois premier ou deuxième, tu vas jouer une équipe qui sort du play-in. Et vu la gueule du play-in, ce sera pas cadeau de toute façon de jouer une équipe qui sort du play-in. De toute façon, aucune équipe n'aura de cadeau. Hein. Mais bon, le Bayern dit bon, bah, on va se faire casser la gueule. Hein. Surtout sur le premier carton, je pense que la première mi-temps. Ouais, mais la première mi-temps, même parce que le premier carton, surtout qui leur fait du mal. Le premier carton, il y a 28-13. Il y a 28-13. Et dans le deuxième carton, il y a 18-18. Tu vois? Ah, ok. Donc, ça te fait 46-31. Oui, parce qu'ils finissent très bien le deuxième carton. Exactement. Mais parce qu'ils sont en couronne à la fin du deuxième quart, parce qu'ils sont à moins 20 dans le milieu du deuxième quart aussi. Ça monte jusqu'à moins 19, je Non, plus, il y a 40-19 ou 42-19 à un moment. Donc il y a moins 21, voire moins 23.
Donc, tu vois, mais en fait, le premier quart leur fait tellement de mal, mais Le vraiment Fener, il ratait tellement. rien, c'était abusé. Ils rataient que dalle et ils se sont fait découper. Nigel Davis les a Bon joueur, découpés. bon joueur, bon joueur, bon joueur, bon joueur. Joueur de basket, hein, il a mis quoi? Il a mis 24 points en 27 minutes, 3 sur 5 à 2 points, 5 sur 8 à 3 points, 3 sur 4 lancers francs. Il fait 5 passes décisives, il vole 3 ballons, il provoque 4 fautes, 32 déballes, merci, plus 11 de plus 11 de plus minus. Bien entendu, il sera dans mon 5 de la semaine, soyez pas bêtes. Mais derrière ça, t'accompagnes 11 points de Nicolo Melli, 11 points de Wade Baldwin. Nicolo Melli, toujours très complet, on sait que c'est un joueur très complet. Il commence très fort hein, sur l'adresse externe. Il met tout en fait. Il met tout. Au début, il met tout, c'est abusé. C'est ça qui a tué la dynamique du Bayern et je pense que ça les a vraiment pas aidés. Pourtant, Carsten Dordt fait un bon match, mais derrière, les autres sont un peu à la peine. Il y a le retour de Devin Booker qui leur fait du bien tout de suite. Il met 15 points dans 10 minutes. Les passes. Donne les passes. Ouais, j'y arrive, même si des fois j'ai trouvé un peu en manque de rythme, mais c'est normal, mais il fait 3 passes. Il fait 3 passes, 5 fautes provoquées, il perd juste une balle, il fait 20 déballes. Mais vraiment, là où le match se joue, c'est vraiment sur le premier quart, parce que ça les a tués, ça a tué la dynamique. On voit le Fener qui a dominé son match-up, tout simplement, et qui va se glisser tranquillement à sa deuxième place, derrière l'Olympiakos. Les Fener, on m'a déjà fermé à compas, j'ai déjà fermé à compas, mais je trouve que leur deuxième partie de saison, elle est vraiment très très forte. On a fait un power ranking au mois de janvier, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Et moi, dans mon power ranking, je vous avais mis, c'est ça, 9. J'ai vu que tu dis toutes les semaines. Ouais, mais tu vois, je les ai mis 9e, et finalement, ils se retrouvent à la deuxième place, parce que c'est vrai qu'en janvier, le jeu qui était proposé, deuxième, ils finissent à 23-11 quand même, plus 69 en termes de points marqués, 12-5 à domicile, 11-6 à l'extérieur. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 7-3. Donc ouais, quand même, après, quand les arbitres ne suivent pas les marchés de Nigel Davis pour la gagne aussi, c'est plus facile de gagner des matchs. Ça, c'est la faute de Paris, c'est un autre sujet. Écoute, moi, par rapport à ce que tu dis, je suis pas tout à fait d'accord avec la physionomie du match. Il y a quand même une remontada exceptionnelle du Bayern menée par Carsten Edwards. Je crois qu'il se rapproche à 5 points ou 4 points, quelque chose comme ça. Ouais, de mémoire. 6 points. Carsten Edwards se balade, on le voit comme contre le Maccabi où il prend des tirs, il passe la ligne du milieu de terrain, il prend des tirs, il met dedans, il est agressif face au cercle, il va finir, il a des grosses finitions. Dans le troisième quart. Même dans le quatrième. Et le problème, c'est qu'après, il y a 2-3 pertes de balles qui font mal et qui donnent surtout des paniers faciles au Fener. Et ça a un peu enterré les espoirs du Bayern qui repasse à moins 12, moins 14. Mais quand même, le Bayern est une équipe très, très, très dangereuse qui est capable de faire des énormes runs. Et les play-in, ça va être salé. Ça va être très, très salé. Franchement. En plus, mardi soir, j'ai entraînement, mais je vais rentrer, je vais me pignouf sur l'Euroleague. Ah. Ouais. Bizarre l'ambiance. Voilà, on connaît. Ok, très bien pour ce match-là. Il nous reste comme match intéressant Barça-Bologne. Enfin, comme match qui avait un peu d'enjeu, Barça-Bologne, parce que le Barça avait joué en dernier, devait gagner ce match-là. Bologne qui venait de taper Milan et donc d'éliminer Milan. Ouais, tu dors? Mais moi aussi, je dormais. Je suis allé direct au 4e quart. Je vais au 4e quart. Encore une fois. Barça, comme d'hab. C'est serré. Donc voilà. Non, j'ai vu le match, mais en fait, c'est juste que pourquoi je dors, c'est parce que c'est regarder Bologne. C'est un cauchemar. Attends, j'ai noté un truc, j'ai mis Justin Holiday, il est venu juste pour niquer la saison du Barça. Il n'a rien fait de toute la saison, gros. Il fait son meilleur match juste pour niquer la saison du Barça. J'ai tellement pensé à toi. Et je te jure, quand il est rentré, il a mis le tir, j'ai dit, ah, ça c'est pour Ozan, ça. Ça, Ozan, il va bien être content quand il va voir ça, etc. Moi, j'ai regardé que le dernier quart-temps, donc, mais j'ai vu qu'il était à 11 points et qu'il a encore mis quelques tirs dans le dernier quart, donc voilà. Ouais. Globalement, le Barça s'en sort, même si bien aidé par l'arbitrage, même si l'arbitrage était catastrophique des deux côtés, franchement. Encore une fois, des mecs qui rentrent dans les défenseurs qui sont dans leur cylindre, qui ont 2 lancers francs. Donc voilà, je sais pas trop regarder ce match. Le Barça gagne et donc prend la 5e place. C'est surtout ça l'information à retenir. Ils vont donc affronter Monaco. On fera les previews, je pense,
je sais pas quand est-ce qu'on va faire les prévus, parce que moi je rentre mercredi d'après. Je sais pas, donc je sais pas quand commence les playoffs, faudra voir. Mais il faudra qu'on fasse les prévus avant le début des playoffs. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Tu peux faire un point sur le classement, du coup? Je peux faire un classement de placement. On est alors au balai de 1 à 10. On a l'Olympiakos qui est premier, qui a gagné son match-up contre le Maccabi là sur la dernière journée. Fener, on en a parlé, son deuxième. Pana qui est troisième, 22-12. Monaco qui est quatrième, 21-13. Barça qui est cinquième, 20-14. Dans mon power ranking, sachez que le Barça, je les avais mis à la 6e place et ils sont 5e, donc j'étais plutôt bon. J'avais dit que le Partizan ne ferait pas les playoffs et le Partizan est 12e. Faut toujours m'écouter. Les Fesses, 6e avec 20-14. Et franchement, bravo. Qui l'eût cru? Je m'arrête un petit peu sur les Fesses, mais qui l'eût cru? 8 victoires consécutives, qui les place à 20-14 avec les tiebreakers sur Real Madrid, parce qu'ils ont le même victoire de fait, 24 pour le Real qui est 7e. C'est le tiebreaker de 6e. Franchement, bravo. Ça, le Real, franchement, ils s'en sortent bien quand même, hein, sur le bilan, vu la saison qu'ils font. Vraiment, ils s'en sortent bien, alors que c'était dramatique il n'y a pas si longtemps que ça. Paris Basket, 8e à 19-15. Bayern, 19-15 aussi, 9e. Et l'Étoile Rouge, 18-16. Et pour terminer en bas de carte, on a Milan, Partizan, Kaunas, Baskonia, Lasvel, Maccabi, Bologne et un club de N2. Gabriel Procida, il joue. Ok, très bien. Donc voilà. Donc on va pas faire les séries de playoffs. Donc ça va être Olympiakos contre 8e, Fener contre 7e, Pana Efes, c'est ça, et Monaco Barça. Ça va valoir son pesant de cacahuètes, je pense. De toute façon, tout va valoir. Même franchement, Pana Efes, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. En plus, c'est Ataman contre son ancien club et tout. Ça va être sympa. Même si je doute que Ataman propose quelque chose tactiquement. Qu'est-ce que je veux dire? Donc on va se pencher sur les play-in. Donc les deux matchs pour l'instant du play-in, c'est donc 7 contre 8, c'est donc Real contre le Paris Basketball et 9 contre 10 Bayern Étoile Rouge. Bayern Étoile Rouge, et donc c'est à Munich. Ouais, et ça fait Garden. Ok. On commence sur Real Paris. Si tu veux. Alors c'est un match qui a eu lieu la semaine dernière aussi. Qu'on a vu, c'était un match qui était extrêmement serré. C'est un match qui a laissé beaucoup de goût amer dans la bouche des supporters parisiens et supporters français en général, notamment avec pas mal d'observateurs basket qui ont dit que bon, l'arbitrage était un petit peu tendancieux. Ça va pas changer sur ce match-là, quoi qu'il arrive. Comment tu vois ce match-up? Défavorable. Pour le Paris, tu veux dire? Oui, défavorable. Le dernier match, il y a eu 105 à 104. Donc avec un gros score. Pour rappel sur ce match-là, le Paris Basket, il tirait à combien à 3 points? 55%. Ils ont fait 19 sur 34 contre le Real Madrid qui était à 11-31. Donc je ne sais pas si Paris aura les armes nécessaires pour refaire un score aussi élevé et avoir une adresse aussi élevée. Je pense que ça va être un secteur ultra important. Autre secteur ultra important pour eux, ça va être leur jeu de relance de transition. Je pense que ça va être essentiel. Et pour moi, une clé plus que primordiale, c'est la capacité à Michael Antonen à mettre le tir externe. Si Michael Antonen réussit à mettre le tir externe et donc à forcer, à faire sortir du Ibaka, comment? Tavares, exactement, du Ibaka, du Tavares. Alors oui, Paris aura une chance là-dessus, bien sûr, toujours avec un grand t-shirt. Mais si jamais Paris manque d'adresse, Paris sera en grande difficulté parce que tant qu'il y a Tavares dans la raquette, il trouve tellement d'espace, il trouve tellement de distance, il a beaucoup de deflection. Franchement, j'ai un petit espoir pour Paris. Pour moi, les clés de réussite de ce match-là, c'est vraiment avoir de l'adresse extérieure et du jeu de relance. S'ils arrivent à faire ça, et troisième point, et ça on en a parlé, il y aura des runs, c'est normal, mais il ne faut pas qu'ils prennent des 15, 17, 18-0 là ou des 18-2, parce que ça ne va pas parvenir avec
Voilà pour moi, pour les clés de cette rencontre. Ok, Pour, donc ton prono, c'est le Real, du coup. Mon prono, c'est Real, je Ok. pense. Ok. Écoute, moi, je vais aller à l'encontre de ton pronostic. Je pense que Paris va le faire. Je pense que Paris va tirer les conclusions. Alors, même si Thiago Splitter n'est pas l'énorme coach, voilà. On l'a vu faire des adaptations, notamment face au Pana sur la défense contre Kendrick Nunn, comment ils défendent les grands. Paris est une équipe qui pêche à l'intérieur, mais qui a quand même très bien défendu les grands, qui souffre au rebond défensif, mais qui a quand même très bien défendu les grands sur toute la saison. Donc j'ai hâte de voir ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des profils d'équipe un peu opposés. Et il faut prendre en compte que c'est un match à l'extérieur pour Paris. Et on l'a dit tout le long de la saison, Paris, on l'a vu là sur la fin de saison, que ce soit à Kaunas où ils font un gros début de match, au Fener ils perdent au buzzer, ils vont chercher le Pana, au Real pareil, ça se joue à une pause, enfin bon, c'est Nadia Fi qui met un 3 points à la fin, mais ça se joue très serré quand même à la fin. Donc c'est une équipe à l'extérieur qui est très 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 difficile à manœuvrer. Je vais juste donner donc, les petites stats du Paris Basket à l'extérieur. C'est la deuxième équipe au defensive rating, à l'offensive rating, pardon, à 120 points par possession, 98 points marqués en moyenne, donc première attaque, troisième meilleur pourcentage à 3 points à l'extérieur, 38,1%. Donc, à voir. Là, c'est une expérience, on va dire, qu'ils n'ont pas encore eu. Là, ça va être un match à la muerte. Mais c'est une équipe qui, dans son noyau, a connu ça l'année dernière, avec les matchs d'Eurocup, etc. Et qui a, même si c'est un niveau moindre, qui connaît les gros matchs, même en playoff de Basket l'année dernière. Voilà, c'est une équipe qui à l'extérieur, on l'a dit, tire beaucoup à 3 points, perd peu de ballons, 11,4 qui est deuxième meilleure équipe pour prendre soin de la balle à l'extérieur, et c'est l'équipe qui a le plus d'interceptions à l'extérieur, 5,5 interceptions par match, donc ils vont créer justement ce jeu de relance. Derrière, défensivement, c'est moyen. À l'inverse, quand tu regardes le Real, c'est la première équipe au defensive rating. Ils sont à 111 points encaissés sur 100 possessions. Après, c'est une équipe qui joue avec un pace assez bas, donc de toute façon, le score il va être assez bas, donc ça va être un peu un duel sur ça. Et c'est une équipe qui laisse peu aussi de passes décisives à leurs adversaires. Ils sont à domicile, 16,5 deuxième. Donc Paris, on sait que c'est une équipe en plus qui fait pas beaucoup de passes décisives. Donc vraiment, comme tu l'as dit, ça va se jouer sur de l'adresse, ça va se jouer sur de la relance. Et il va falloir que Paris, défensivement, arrive à proposer quelque chose. Il y a une stat aussi qui est très intéressante, et ça, c'est valable à domicile et à l'extérieur pour le Real. C'est la meilleure équipe au rebond, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, au rebond défensif. C'est très, très dur d'aller leur prendre du rebond offensif. Donc Paris, dans la stratégie, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas quand même chercher du rebond offensif, ou est-ce qu'il faut que tu sois carrément prêt sur le repli? Parce que même si statistiquement, c'est pas une équipe qui score énormément, tu sais que Moussa, Ezonia, Campazzo, quand ça part en contre-attaque, ça peut être relou, sachant que Tavares, c'est un grand qui bouge assez bien, que t'as Ibaka, et donc voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, je vois Paris prendre ce match et se qualifier, et se qualifier en prenant la 7ème place. Même si... Ouais, non, en prenant la 7ème place tout court. Voilà. Mon cœur voudrait que Paris se qualifie, et comme ça, on pourrait aller à l'Adidas Arena pour voir des matchs de play-off avec plaisir. Après, ils peuvent se qualifier dans un second temps. Hein. Ils ont 2 chances. En tout cas, je parle là sur la première chance. On verra bien par rapport à ça. Mais moi, je vois le Real. Deuxième match. Très bien. Deuxième match. Bayern, étoile rouge. C'est très, 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 très dur. C'est une opposition de style, en fait. T'as dit quoi? C'est une opposition de style. Ouais, c'est une opposition de style, mais c'est 2 équipes qui m'ont fait très forte impression sur la saison, que j'attendais pas à ce niveau-là, qui m'ont montré des belles choses. Le Bayern, on l'a dit, hein, franchement, personne ne les attendait à ce niveau-là, on les voyait 15e. L'Étoile Rouge, sur le papier, c'est une bonne équipe, mais ça manquait de superstars, vraiment, enfin de franchise players. Mais par leur défense et par l'impact de Joel Bolomboy, qui n'a pas joué derrière le dernier match, donc à voir est-ce qu'il pourra faire les matchs de play-in, parce que c'est pas la même équipe sans Joel Bolomboy. Quand bien même ils ont tenu tête au Pana, etc., avec un joueur du calibre de Joel Bolomboy, l'équipe est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Le truc, c'est que c'est à Munich. Et que Bayern vient de se manger une tôle à domicile, même s'ils ont fait une remontada, une tôle
par le Fener. On sait que le Bayern, c'est une équipe qui est très, 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 très forte à domicile. Très, très difficile à prendre. Donc je pense que l'Étoile Rouge va en effet se mordre les doigts de cette défaite au Pana. Parce que moi, je vois le Bayern passer. Je suis d'accord avec toi à 100%. Je pense que le Bayern va passer. Tu l'as dit. En plus, ils ont récupéré Devin Booker sur cette rencontre. Je rigole parce que je regarde les stats et franchement, c'est abusé. Genre. Ils sont 16e au defensive rating, 16e au nombre de points encaissés, 15e au pourcentage à 3 points de l'adversaire et dernier au pourcentage à 2 points de l'adversaire. Donc vraiment, défensivement, c'est une cata, mais eux, c'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour attaquer. Ils sont à domicile. Alors, je donne les stats en moyenne, sur tous les matchs. Ils sont 5e à l'offensive rating, 3e au nombre de points marqués, 82 points par match, 39% à 3 points, 2e d'Euroleague, 58% à 2 points, 4e d'Euroleague, premier au lancer, 83%, et c'est l'équipe qui tire le plus à 3 points. Donc voilà, c'est une équipe qu'il va falloir contrôler, on l'a dit, il y a Carson Edwards, Shabazz Napier, je crois. T'as dit quoi? 12,5 tirs à 3 points par match rentré. Ah bah, ils sont à 32 tentés et ils sont à 39%, donc ils en mettent plus d'un sur 3, donc oui, ils doivent être dans ces eaux-là, à plus de 10 en tout cas. Ouais, 12,5, 13. J'avais regardé tout à l'heure la statistique. C'est une opposition de style, c'est 2 matchs. Vraiment, je pense que le retour de Devin Booker, il tombe à point nommé, vraiment, même si le Bayern a un bel effectif. Voilà, je pense que le retour de Elias Harris a fait vraiment grand bien durant l'absence de Devin Booker. Mais pour ce match-là, je pense que Gordon Herbert aura préparé les choses pour Bojan Boj et pour Petrousev sur les duels et les mismatchs intérieurs, pardon. Voilà, je vois le Bayern parce qu'à domicile, on sait qu'ils sont difficilement prenables. Ils vont prendre une crise. Carson Edwards est un poison. est un poison. Littéralement, il sort de performances assez importantes. Dernièrement, c'est le 3e meilleur marqueur d'Euroleague derrière Kendrick Nunn et Sacha Vezenkov. Il a 20 points de vue. Pour donner rapidement ses dernières statistiques, depuis la 27e journée, 29 points contre Paris, 30 contre l'Étoile Rouge, 18 contre les Fesses, 13 contre Baskonia, 23 contre le Barça, 25 contre le Partizan, 33 contre le Maccabi, 26 contre le Fener. Voilà, il est bon joueur de basket. Bon joueur de basket, hein, pour pas dire 34 contre Berlin ou 24 contre Kaunas. Donc non, bon joueur de basket, je pense que Bayern va s'imposer dans cette rencontre. Et tu vois, autant l'Étoile Rouge est une des meilleures défenses, ils sont 2e ou 3e sur la plupart des statistiques défensives, et une des meilleures défenses d'Euroleague, autant je pense qu'ils pêchent sur l'aspect défensif, sur le poste de Carson Edwards. Ils ont pas un top défenseur, même si Kodimir McIntyre est un bon défenseur. Ils n'ont pas ce joueur, ils utilisaient un peu les années précédentes Branko Lazic pour ce rôle-là, on le voit plus trop. Nedovic est pas un bon défenseur. Iago dos Santos ne pourra pas tenir Carson Edwards. Teodosic, j'en parle pas. Ils vont peut-être mettre Kalinic dessus, mais en vitesse. John Brown. Hein? Ou John Brown. T'es pas à l'abri d'envoyer John Brown. Oui, mais je vois pas comment John Brown peut tenir Carson Edwards. En tout cas, il faudra un très très bon plan défensif. Après, Sferopoulos est tout à fait capable de le mettre en place. Mais c'est vrai que je vois le Bayern passer avec l'avantage du terrain. Et franchement, en termes de bilan, ils sont à 18-16, c'est ça l'Étoile Rouge. Et le Bayern a combien? 19-15 19-15. Ouais, donc il y a quand même un match d'écart. Mais donc voilà, c'est l'avantage du terrain qui coûte le plus cher. Donc je vois le Bayern jouer face au Real derrière pour la 8e place, puisque j'ai annoncé que Paris serait 7e. En vrai, okay. en vrai de vrai, même si Paris passe pas, il n'y a pas un monde où je vois le Bayern prendre le match à Paris. On peut en parler parce que je pense pas qu'on aura les deux matchs de play-in sont dans la semaine, donc on n'aura pas le temps d'en refaire. Donc attends, pour l'instant, il y a le play-in, il y a mardi. Oui, mardi, et après c'est jeudi ou vendredi le deuxième match, donc on ne pourra pas refaire d'émission. Donc on peut partir sur mon scénario. Si tu vois, donc on est d'accord que le Bayern passe l'Étoile Rouge. Oui. Bayern Real, donc ce sera à Madrid. Tu vois qui passer? Bayern Real. Enfin Real Bayern du coup. Real Bayern. En fait, ce Real il me dégoûte tellement que je sais pas. Ils sont imprévisibles. Moi aussi, mais pour le coup,
Ils vont mettre Andrés Félix sur Carson Edwards. Il va lui mettre une béquille sur la première action, poteau. Et Tavares, il est tellement fort, gros. Il va les bousiller. Il va bousiller Voigtman, Devin Booker. Et s'il met pas, il peut mettre ses tirs, etc. Mais Devin Booker, franchement, la seule chance, c'est que Devin Booker il sorte un match à 35 déballes. J'ai confiance en Carson Edwards qui va faire son match, mais je vois pas le Bayern aller s'imposer à l'extérieur à Madrid. Si c'est ce match-up-là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que si jamais on a un Bayern Real, le problème, au-delà de Devin Booker, je pense que Tavares est un problème. Tavares est un problème. Il est un vrai problème dans la raquette, défensivement, offensivement. Donc, ils n'ont pas de solution par rapport à ça. Ils n'ont pas de plan de jeu par rapport à ça. Voigtman, on l'aime bien, mais c'est un grand avec un esprit poste 2. Donc, je pense que oui, d'accord avec toi. Très bien. Et donc, du coup, si c'est Paris-Bayern? Si c'est Paris-Bayern, là, ça va jouer sur une chose, qui va mettre le plus de tirs. Je pense que ça sera un match comme ça. C'est que si c'est Paris-Bayern, c'est qui va mettre le plus de tirs. Donc, si le Bayern a de l'adresse, Bayern passera. Si Paris a de l'adresse, Paris passera. Tout simplement. Écoute, quand le Bayern est venu jouer, c'était il y a 5 ou 6 journées à Paris, ça n'a pas été un match serré. Ça a été un match que Paris a maîtrisé. À l'inverse, quand Paris allait jouer au Bayern, ça s'était joué au tout début, c'était sur les dernières possessions. Ouais. Voilà. Donc pour moi, en fait, le Bayern il y a une telle différence entre l'extérieur et le domicile. En tout cas, tu sais pourquoi je suis young? Parce que si c'est ça le scénario, si Paris perd, toi tu rentres quand de vacances? Mercredi, je crois, ou jeudi, je sais plus. Voilà. Donc ça veut dire que tu pourras aller voir le match. Moi, je suis en Turquie. Je ne pourrais même pas aller voir s'il y a un match à Paris play-in. Après, pour les playoffs, je serais rentré normalement. Mais bon, sachant que c'est pas dans l'abonnement les places, hein, donc il faudra quand même en acheter. T'inquiète pas, on paye. Ok, t'as l'oseille, mon gars. Ok, donc du coup, t'as un prono quand même sur Paris-Bayern? Paris-Bayern, oui, je peux te donner un prono. Paris-Bayern, Paris-Bayern, Paris. Allez, franchement, là, attends, tu dis le cœur et tout. Encore le Real, bon, je veux bien. Non, là, ça a donné ça. Là, quand même, si tu avais du Bayern, je t'aurais dit poteau. Bon, t'habites à 50 ans. Non, parce que Paris a fait une bonne saison et que Bayern est fort, mais dans l'équipe de Paris, il y a quand même un MVP potentiel qui ne le sera pas. Et je pense que sur des rencontres comme ça, TJ Short est capable de montrer qui il est une fois de plus. Transition toute trouvée. Putain, mais là, c'est la qualité. On recoule le journalisme. On va passer sur nos trophées de la saison. Donc les différents trophées. Sachant que, bon, je sais pas ce que tu as préparé, mais on va faire les trophées qui existent vraiment. Donc, il n'y aura pas sixième homme, il n'y aura pas meilleure progression, etc. Donc, il y aura MVP, Defensive Player of the Year, Coach et Rising Star. Espoir, c'est les 4 que j'ai. Voilà, c'est ça, ok. Très bien. Et ainsi, tu as fait les All-League Team aussi? Ah non. Ok, bah fais-les en rapide. Moi, on va commencer par le MVP. Je vais commencer par mon truc sur le MVP. Et tu peux faire ta Euroleague Team. De toute façon, la First Team, elle est assez facile à faire. Et après, tu peux réfléchir pour la Second Team. Alors, moi, sur le truc de MVP, j'ai longtemps hésité. Pour moi, déjà, c'est dur de dire ça, mais j'ai enlevé Vezenkov de l'équation. Voilà, déjà, c'est dur, hein. C'est parce que franchement, il fait une saison exceptionnelle, mais j'ai enlevé Vezenkov de l'équation. J'ai hésité entre Kendrick Nunn et TJ Short. Oh, vas-y, je coupe. Vas-y, je t'écoute plus. Ça y est, toi aussi. Attends, laisse-moi faire mon propos. Vas-y. J'ai mis Kendrick Nunn, voilà, je le dis, j'ai mis Kendrick Nunn, je pense que Kendrick Nunn sera MVP, il le mérite, il a fait une fin de saison exceptionnelle, le Pana a fait un gros run, le Pana sachant qu'il joue sans Mathias Le Sort, qui est le meilleur pivot d'Euroleague, là où l'Olympiakos n'a pas eu trop de soucis de blessure, en tout cas sur des joueurs majeurs. Pourquoi j'ai hésité avec TJ Short? Parce que, mine de rien, en termes de bilan, Paris finit 8ème, Paris n'est pas si loin, personne ne les attendait à ce niveau-là, et TJ Short, je peux le dire aujourd'hui, fait une meilleure saison que Kendrick Nunn. Si aujourd'hui TJ Short était top 6, il n'y aurait pas de débat. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aurais mis TJ Short MVP, parce qu'aujourd'hui, tu enlèves TJ Short à Paris. Crois-moi que Paris, je ne sais même pas s'ils sont à côté de l'Asvel, tu vois. Je pense qu'ils sont à côté du Maccabi, voire de Berlin. Il y a des bons joueurs, hein, tu vois. Mais aujourd'hui, TJ Short représente tellement le système, est tellement fort, et pourtant, on sait comment Paris joue.
mais tu ne peux pas le défendre, il est trop fort. Il est trop fort. Tu retires Kendrick Nunn, tu crois que le Pana est son troisième? Non, mais de toute façon, quand tu retires un candidat au MVP d'une équipe, forcément, l'équipe est moins forte. Ça, c'est valable pour tous les candidats MVP. Par contre, je retire Kendrick Nunn du Pana. T'as quand même Lorenzo Brown, t'as quand même Kostas Lukas à qui tu peux donner des minutes. T'as quand même Jerian Grant qui, on l'a vu, quand Kendrick Nunn n'était pas bon, est capable de montrer que c'est un très fort joueur de basket. Donc même si t'as pas Kendrick Nunn, je pense que le Pana fait les playoffs, fait top 6. On peut pas en dire autant de Paris. Maintenant, Paris, tout ça c'est des spéculations. J'explique juste mon processus de réflexion. 8ème, t'es au play-in. Je pense que ça va être juste dans la tête des votants pour le mettre MVP. Après, on peut que tirer son chapeau à CJ Sort pour la saison exceptionnelle qu'il fait. On rappelle qu'il est rookie d'Euroleague. On rappelle qu'il est MVP d'Allemagne et de BCL enfin pas en titre il y a 2 ans, qu'il est MVP de Betclic Elite et de Rock Up l'année dernière, et que cette année, il est quand même pas loin d'être MVP, même s'il n'est pas MVP, en tout cas il sera top 3, ça c'est sûr, de MVP d'Euroleague. Donc, mettons du respect sur le bonhomme, j'espère pouvoir le voir encore à Paris l'année prochaine, j'espère qu'on va pouvoir faire cette putain d'interview avant qu'il se barre, mais voilà pour le MVP. Est-ce que je t'ai laissé assez de répit pour faire ta Euroleague team? Oui, je l'ai. Moi, mais je peux donner mon trophée. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Ça se joue entre Kendrick Nunn et Sacha Vezenkov. Ah ouais. Oui. Tu penses que Vezenkov finira au-dessus de TJ Short au classement du MVP? Je pense qu'il terminera 2e et que tu auras TJ Short peut-être 3e. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai. Ce sera pas Nigel Davis le 3e. Hein. Oui, non, mais moi, c'est comme ça que je l'ai. Parce que Kendrick Nunn, pourquoi être MVP, c'est aussi mettre des performances qui claquent en tête. C'est avoir le côté un peu show-off. Et c'est ce qu'il est. Il a fait des grosses perfs, il a mis des gros tirs. Sacha Vezenkov avec l'Olympiakos, parfois c'est un peu dilué, même si il fait une très 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 grosse saison. Ça, on va pas lui retirer ça. TJ Short, je suis d'accord, il fait une saison exceptionnelle. Malheureusement, il est dans le play-in. Malheureusement, il est trop bas. Si on l'avait 4e, moi, 6e, je lui donne. Hein. 6e, c'est un peu bas, mais tu vois, 4e, on aurait pu le discuter. Aujourd'hui, je vois pas dans quel monde ça échappe soit à Kendrick Nunn ou à Sacha Vezenkov. Et vraiment, je donne à Kendrick Nunn tous les jours parce que, vas-y, il est chiant en fait. Il est chiant. On a dit, il y a 2 semaines, on a dit, il va mettre 2 x 30. Il a mis 2 x 30, il a mis 37, il a mis 30 et 10. C'est un joueur il est comme ça. Il est ce joueur-là. L'année dernière, c'est ce que je disais la semaine dernière. David me disait oui, l'année dernière, t'as rien trouvé, il a gagné 2 championnats, boum, dans ta face. Derrière, il disait oui, t'as encore rien trouvé, boum, il sort une saison, il est le meilleur marqueur de cette saison de Roby avec 21 points. J'ai les stats sous les yeux, il fait 21, 3,6 rebonds, 4,3 passes, une interception, 0,2 contre, il a avant Eval, je sais plus c'est la combien mais Eval. Donc non, franchement, pour moi, Kendrick Nunn, matin, midi et soir. Et j'adore Hassan TJ Short. Merci pour ce qu'il a fait. Malheureusement, il est un peu trop bas. Voilà. Ok. On va partir sur le Defensive Player of the Year. C'est là où j'ai eu beaucoup de mal. Alors. Je peux en parler si tu veux. Hein. Moi, je vais donner toutes les mentions que j'ai, en tout cas, ceux qui sont dans la liste. J'ai Alpha Diallo. Ouais. Walter Tavares. Ouais. Yvan Poirier. Ouais. Joël Bolomboy. Ouais, ok. Bolomboy. C'était 4 Ouais, c'est mes 4. C'est mes 4. Je retire Bolomboy un petit peu parce qu'il joue moins de matchs que les autres. Suite aux blessures. Donc, forcément, ça les pénalise. Donc j'en ai 3, j'ai Diallo, Tavares, Poirier. Je retire un petit peu Alpha Diallo, même s'il fait une saison défensive exceptionnelle quand même. Et quand tu vas regarder dans les stats avancées, parce que j'ai été arrivé dans les stats avancées, il est vraiment assez haut. Malheureusement, quand tu regarde les stats avancées, il y a 2 mecs. Il y en a un surtout. Mais il y en a un surtout qui est très loin et c'est abusé comment Walter Tavares, il est trop loin.
On dit la saison du Real, elle est moyenne, ce qui est vrai en soi. Mais lui, défensivement, ce qu'il propose, c'est exceptionnel, que ce soit sur les deflections, que ce soit sur les contres, que ce soit sur les rebonds. Tu l'as dit tout à l'heure, le Real, c'est la première équipe au rebond offensif ou défensif. Non, rien à dire, en fait. Défensif. J'ai pas dit rebond. Défensif. Il y a rien à dire, en fait, avec cette équipe. Il y a rien à dire, c'est du haut de tableau quand il s'agit de défense en passant par Walter Tavares. Je suis d'accord avec toi, j'ai mis Walter Tavares. Meilleur defensive rating de l'équipe avec le meilleur defensive rating. Donc, quand tu es le meilleur défenseur de la meilleure défense, bah forcément, ça t'apporte des voix. Et quand en plus, tu es Walter Tavares et que même au high test, on voit à quel point tu es dominant défensivement, je vois pas comment ce titre pourrait lui échapper. J'ai un peu cherché à droite à gauche. À l'Olympiakos, t'as pas de... Tu vois, parce que je pense que c'est aussi des équipes qui performent. Je pense que tu peux pas aller donner un Deepoy à une équipe qui fait pas les top 10, par exemple, cette année. À l'Olympiakos, je vois pas de top défenseur voilà, sur aucun poste. Wokup, qu'il avait l'année dernière, n'a pas beaucoup joué cette saison. Opana, tu pourrais mettre Jerian Grant ou Kalazakis, mais Jerian Grant est dans un rôle un peu plus all-around. Même si c'est un très fort défenseur, je le vois quand même moins bon que les autres qu'on a cités. Alpha Diallo, t'en as parlé. Daniel Tass, s'il avait joué un peu plus de matchs, peut-être qu'on aurait pu le mettre dans la conversation. Mais voilà, après Poirier, ok, ça me va. À l'Étoile Rouge, Bolomboy, on l'a dit, il n'a pas joué assez de matchs. À Paris, petite mention pour Tyson Ward quand même, qui, je pense, qui apparemment est une des cibles prioritaires de l'Olympiakos. Donc on disait que justement, il n'y avait pas ce fort défenseur. Parce qu'aujourd'hui, même si Papa Nicolas, c'est très fort dans la lecture de jeu et dans l'expérience, Tyson Ward, c'est un profil gaucher qui peut mettre des tirs à 3 points, mais qui est beaucoup plus athlétique, qui va défendre beaucoup plus fort. Et donc, très intéressant. Apparemment, il est pressenti à l'Olympiakos, donc à voir comment ça va se passer. Mais donc, je suis d'accord, Walter Tavares, pour moi, incontestablement, mérite ce Defensive Player of the Year. Et je serais très surpris, mais je suis très curieux aussi de voir les votes. Voir s'il y a des gens qui pensent pas comme nous, ou où il y a des noms qu'on n'aurait pas cités, tu vois. À voir. Donc voilà. Ensuite, Coach of the Year, bon, ça on va le faire assez vite. Gordon Herbert, on est d'accord. Même si le Bayern, au final, finit 9ème. Franchement, ils font une saison exceptionnelle. Il a récupéré une équipe. Il a fait un recrutement. On s'est dit, il veut faire l'équipe d'Allemagne. Ok, il a récupéré Oscar da Silva, il a récupéré Voigtman, Napier. On s'est dit, Napier, il va aller s'enterrer là-bas et tout. Et franchement, Carson Edwards, il a passé un cap exceptionnel. Il a réussi à faire ce que Pablo Lasso, qui est une grande légende du coaching de Euroleague, n'a pas réussi à faire avec cette équipe du Bayern. Alors avec un jeu d'attaque, il s'est adapté à ses joueurs. Et franchement, moi je me suis régalé à voir jouer le Bayern cette saison, et on va se régaler à les voir jouer en play-in. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont un peu bas au classement, mais il n'y a pas d'autre coach qui m'a vraiment impressionné. Je ne vais pas dire que Thiago Splitter a fait une saison... je ne peux pas le mettre en tant que coach de l'année. Et après, que ce soit les Bark Zokas, les Ergin Ataman, etc., bon, ok, Barzokas, l'Olympiakos, ça joue très bien, mais ça fait plusieurs saisons que, voilà, quand tu vois l'effectif aussi. Mais quand même, mention pour Barzokas et mention pour Jasikevičius. Moi, j'ai une très grosse mention pour Jasikevičius parce que, on l'a dit, le jeu qui a été proposé par le Fener était catastrophique sur les dernières, au mois de janvier, là. Franchement, c'était une horreur. Et tu disais, Wade Baldwin, c'est mieux quand il est pas là parce qu'il joue mieux, etc. Le Fener. Mine de rien, le Fener, ils sont 2e d'Euroleague. Ils font plutôt une très bonne saison, même s'ils ont eu un passage à vide. Donc, très grosse mention pour Jasikevičius. Moi, j'accepte de dire mention pour Jasikevičius. Par contre, très grosse mention, non. Je suis désolé. Le Fener jouait extrêmement mal jusqu'à janvier. Sur le papier, avec l'effectif que tu as, c'est normal que tu sois top 4 Euroleague. Je veux dire, tu vois, le Bayern, en fait, c'est aussi l'équipe qui a surperformé. Aujourd'hui, le Fener, même si en milieu de saison, on a fait un power ranking ajusté, on les avait mis bas, en début de saison, le top 4 qu'on avait dit, c'était Olympiakos, Pana, Fener, et après, ça se débattait entre Monaco, le Barça ou le Real. Moi, j'avais mis le Real, je crois. Donc voilà, le Fener, ils ont récupéré Bonzi Colson, même si il fait pas une bonne saison, c'était quand même un top joueur l'année dernière sur le poste 3. Ils ont récupéré Wade Baldwin, qui était un joueur calibre MVP. Ils ont signé des joueurs comme Nicolo Melli, ils ont signé des joueurs comme Devon Hall. Voilà, sur le papier, t'as de quoi faire, quoi. Tu finis 2e, ok, c'est vrai que Jasikevičius s'est bien adapté, il a su réussir à réintégrer Wade Baldwin, et heureusement, on va dire entre guillemets, que Wade Baldwin s'est blessé, parce que ça lui a permis aussi
de le réintégrer progressivement et de ne pas remettre Wade Baldwin tout de suite au centre du jeu, ce qui a été le cas après la première blessure de Wade Baldwin. Quand il est revenu, je te rappelle, il a tout de suite été remis vraiment en meneur titulaire qui a tout le temps la balle et tout, et ça n'a pas marché encore. Et heureusement qu'il s'est reblessé, je mets des guillemets heureusement, pour que justement on ait pu voir déjà l'arrivée de Eric McCollum, et ensuite le développement aussi de Guduric sur le poste de meneur, et un ball movement avec Guduric, Biberovic, etc., dont on a déjà parlé, qui a été, dans lequel ça a été plus facile d'intégrer Wade Baldwin. Quand tu arrives dans une équipe qui tourne et qu'on te dit, ok, bah, la dernière fois on t'a fait comme ça n'a pas marché, là tu vas faire comme ça, c'est mieux. Bravo à Jalis Kifisius pour ces ajustements. Maintenant, il ne faut pas oublier la première partie de saison du Fener non plus. En tout cas, pour moi, je ne le mets pas dans la même classe que Gordon Herbert. Toi, t'es trop dur, toi. Très bien. Ton Rising Star. Spagnuolo, joueur il a quel âge, Spagnuolo? Il a 22. Bah, je crois qu'il ne peut pas. Il faut être né après 2003. C'est un... Attends, je vais te dire. C'est un 10 janvier 2003, donc c'est bon. Je crois qu'il faut être né après juillet 2003. J'avais vu ça pour l'Eurocup. Ah. En fait, c'est hyper dur parce que, en vrai, il y en a pas grand-chose. Il y en a pas. Personne sinon, hein. On va pas se mentir. Parce que les autres, moi, j'en ai un, mais en vrai, quand tu regardes les stats. T'as dit quoi? T'as mis qui? Attends, je regarde juste. Ouais, il faut être né après. En tout cas, pour l'Eurocup, il faut être né après le 1er juillet 2003. Donc, je pense que c'est la même règle pour l'Euroleague. À voir. Moi, en tout cas, j'ai Spagnuolo. Et le seul qui m'est venu en tête, mais en vrai, j'ai regardé les stats, ce serait vraiment un vol qu'il l'est. En plus, il a joué que 15 matchs. C'est Damessar. Ouais, mais vas-y, c'est un vol. Ouais, mais il n'y a personne en fait. Ouais, il y a personne. Il y a Mathieu Stravel. Mais Mathieu Stravel, c'est pareil. C'est en 2002, je crois. Il n'y a personne. Il y a qui? Franchement, je vois pas qui tu peux mettre. Hein. Spagnuolo, voilà. Merci. Spagnuolo, il est pas éligible, gros. Comme Marine Le Pen. On sait pas encore. Comme Marine Le Pen, elle a pris du ferme, elle a pris 20 piges. C'était marrant, ça, dans le concert de la fouine. Voilà. On emmerde le Front National, je rappelle. Ok, tac. On a fait pour les trophées. On fait les All Euroleague First et Second Team. Allez, let's go. Ok. Alors, bon, All Euroleague First Team, on va. Les 4, il y a des 4 indéboulonnables. Ok. Évidemment. TJ Short, Kendrick Nunn, Nigel Davis et Sacha Vezenkov. Ça, on est d'accord sur les 4. Tu peux répéter? TJ Short, Kendrick Nunn, Nigel Davis, Sacha Vezenkov. Ah, t'as mis TJ Short, toi, non? Gros, arrête. On va t'en mettre une, pas deux. On est d'accord. Okay. Ça, c'est les 4 indéboulonnables. Il peut y avoir débat sur le 5e. T'as mis qui, toi? Moi, j'ai mis Carson Edwards. Ben, je l'ai mis dans mon 2e, en fait. Ok. Du coup, tu mets qui, du coup? J'ai mis Walter Tavares dans le Euroleague First Team. Comme ça, en plus, j'ai un truc équilibré. Je l'ai en poste 5, Tavares. Et j'ai Carson Edwards sur le All Second Team. Ouais, bah moi, Carson Edwards, tu l'as dit, il fait une saison quand même à plus de 20 points de moyenne. Leader, il fait une saison exceptionnelle. Là où Tavares a été un peu irrégulier. Le Real a sous-performé par rapport à ce qu'on attendait. Donc je ne l'ai pas mis dans la First Team. Moi, je l'ai dans la Second Team, Tavares, en effet, parce que il est grand artisan de la remontada du Real, mais il n'a pas été régulier sur toute la saison. Voilà. Et donc, ta Second Team, donc Tavares. Théo Malédon. Ok. Moi, j'ai Théo Malédon, j'ai Carson Edwards, j'ai Kevin Punter, j'ai Zach Ledet et Nikola Mirotic. Donc, 2 mecs de Milan. C'est vrai, mais leur saison était... Franchement, Mirotic, il a fait une grosse saison. Quoi qu'on en dise, il fait une très grosse saison, que ce soit au point, que ce soit à l'éval. Mirotic, ça ne me dérange pas de le mettre. Zach Ledet, ça te dérange? Bah, ça me dérange de mettre ça me dérange de mettre 2 mecs de Milan. J'adore Zach Ledet, hein. Mais ça me dérange de mettre 2 mecs de Milan. D'accord. Qui est à la place? T'as dit quoi? Tu mets qui à la place? J'ai mis Mike James. Non, vas-y. J'ai mis Mike James. Regarde les stats de Mike James, hein, au final, sur la saison. J'ai vu les stats, mais en fait, il n'y a pas que les statistiques qui comptent. Mais Monaco fait top 4. Mike James, même s'il fait pas une... En fait, le truc, c'est qu'on compare à sa saison dernière. Non, je compare pas. Non, mais la saison dernière, il est MVP. Ça veut dire qu'il est meilleur joueur de Euroleague. Il est meilleur joueur de la First Team. Là, je le mets dans la Second Team. Oui, il fait une moins bonne saison, clairement. Mais il fait encore une très bonne saison. Enfin, il fait une bonne saison
et d'un joueur de calibre MVP. Donc, pour moi, second team, c'est pas scandaleux. Par contre, j'ai pas mal les dons. Alors, j'ai hésité, hein, parce que j'ai pas mal les dons. Hein? Attends, quoi? Attends, pause. Comme ça, t'as pas mal les dons. Bah, c'est un très 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 fort joueur, son équipe termine 15e. Donc j'ai préféré récompenser un très fort joueur qui est dans le top 10. Et j'ai mis Philippe Petrousev. Alors, c'est les goûts et les couleurs, entre guillemets, mais Théo Malédon fait une excellente saison. Franchement, si Lasvel, tu vois, c'est pour te dire, si Lasvel faisait top 10, je l'aurais mis All League First Team, je pense. Mais Lasvel est trop loin dans les résultats collectifs. Oui, mais c'est un sport collectif. Mais tu peux pas ne pas mettre Théo Malédon dans la saison qu'il a pondue en Euroleague. Il a battu le record all-time de 10 matchs consécutifs à plus de 20 dévals et tu vas pas le mettre dans... En même temps, il a battu aussi le record de nombre de lancers francs tentés. Donc forcément, quand tu tires beaucoup de lancers francs, ton déval grimpe. Chef. Après, Théo Malédon, il fait une saison exceptionnelle. Et tu vas mettre Petrousev over Malédon. Bah, résultat collectif. Aujourd'hui, tu mets Vezenkov et Nen au-dessus de TJ Short grâce au résultat collectif. Si TJ Short fait la même saison, c'est-à-dire 18 points et 7 passes, je crois, meilleur passeur d'Euroleague, 4e meilleur scoreur, 3e à l'éval, c'est le joueur qui provoque le plus de points entre les passes et les points, à genre 7 points de plus que le deuxième, tu le mets dans une équipe qui est top 4, mais il est MVP, il n'y a pas de débat. Donc oui, les résultats collectifs comptent pour moi. Après, ça me choque pas que tu mettes Théo Malédon. Genre, je peux l'entendre. Mais c'est juste que moi, j'ai fait le choix de prendre des joueurs, surtout des équipes du top 10. Si je m'abuse, j'ai pas mis d'équipe hors top 10. J'ai pas mis de joueurs hors top 10. Et donc, ça a exclué Malédon. Mais après, peut-être que les votants, parce qu'en fait, le système de vote, c'est un peu... raciste. Non, c'est... Je suis pas raciste, moi. Contrairement à ce qui a été déformé dans les derniers réels. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est le système de vote, en fait, c'est plus t'as de voix MVP, genre en gros, les 5 premiers au titre de MVP, ils feront la first team, et les 5 suivants, ils feront la second team. Donc en gros, je pense que Théo Malédon aura plus de voix au MVP que Petrousev. Et du coup, possiblement, il va se retrouver en second team. Et c'est pour ça que l'année dernière, tu vois, il y avait des trucs, genre, Wade Baldwin encore l'année dernière, il a fait une grosse saison, mais il y avait Lorenzo Brown qui était second team l'année dernière. Bon, on voyait pas ce qu'il foutait là. Ah ouais, t'as pas Théo Malédon. Dites-nous en commentaire si Ozan il a abusé, s'il vous plaît. Ouais, dites-nous en commentaire, c'est quoi vos All-League First Team et Second Team. Et voilà. Faites vos All-League First Team et Second Team aussi. Et dites-lui qu'il a abusé de ne pas mettre Théo Malédon. On est où là? Théo Malédon, chef. T'as des tops, des flops et un 5? J'ai des tops, des flops, j'ai tout. Ok, pas moi. Mais vas-y, tu peux carry à la fin de l'émission. Bien entendu. Alors sur les tops, mon petit pote, j'ai mis Nikola Mirotic, comme j'ai dit, parce qu'il a fait une grosse fin de saison. Et il fait un gros match. Il fait 40 déballes quand même. 40 déballes sur le dernier match face à Basconia, c'est le mec. Quand ça compte pas, frère. Non, aussi, tu mens. Aussi, je fais 40 déballes quand je vais à Carpentier. Mais non, tu fais pas, c'est ça le problème. Ou alors, là, tu vois, je dis, on a fait un entraînement, gros. Je ratais aucun tir. C'était une dinguerie, j'étais trop fort. Pick and roll, ça, j'achetais pas ça aveugle du tout. Mais ça compte pas, ça, hein. Là, ça compte pas. Du coup, j'ai aussi tous Matteo, parce que le système qui a été mis en place pour la gang, il faut pas tout lui retirer tout le temps, pas que lui tirer dessus, même s'il mérite beaucoup. Non, mais là, j'espère que ton micro il marche bien. Parce que là, tous Matteo, recordman d'Euroleague de catégorie flop pour Bradley, qui est dans les tops, ça, franchement. Vraiment, je l'ai détruit, mais là, pour le coup, le système, c'est un système gagnant et je dis très souvent, oui, il y a les joueurs, mais il faut aussi remercier le coach quand il y a des choses qui fonctionnent, peut-être que les joueurs. J'ai Evan Fournier, parce que je trouve qu'il s'est bien repris dans ses tops et il a fait un bon match contre le Maccabi. Et j'ai mon plus gros top de la semaine, il est pour la note de l'OFS. 8 victoires, je le disais tout à l'heure, 10 victoires consécutives. Je les voyais en play-off de mémoire. C'est le record. Ouais, c'est le record. Je les avais mis 8e dans mon power ranking. Il termine à la 6e place. Bravo, messieurs. Un collectif vraiment plutôt bien huilé. Darius Thompson, Shane Larkin en sortie de banc, malgré la blessure de Rodrigue Bobois, de Dano Tourou, j'ai Erjan Osmani qui fait vraiment très bien, Vincent Poirier qui régale. Donc non, bravo, messieurs. Bravo Luka Banchi.
Et Luka Monkey, c'est vrai, qui était à la dérive avec Bologne et qui arrive dans cette œuvre de l'OFS, donc je pense qu'il était simplement en fin de cycle, ce qui peut se comprendre. Il arrive à l'EFS et qui fait du très bon travail. En flop, j'ai le Partizan. Pas bravo messieurs pour le coup. Moi, c'est une équipe qui ne m'attire pas plus que ça, mais qui a un effectif qui était assez pléthorique. On en a déjà beaucoup parlé. Déjà du Franck Ntilikina, Kalife Lindbergh, qui a fait une saison l'année dernière, qui a été dramatique. Du Marinkovic, du Brandon Davis, du Adama qui revient en fin de saison, blablabla. Donc, ils ont des joueurs pour jouer au basket. Terry Jones, qu'on n'a pas mentionné. Vous n'êtes même pas qualifié pour les play-in. Vous êtes à 2 places parce qu'ils sont 11e de mémoire. 12e, t'as dit 12e, voilà, vous êtes 12e, vous n'êtes même pas qualifié. 12e à 2 matchs du play-in. C'est dramatique au vu de l'effectif et de l'argent que vous avez dépensé. Pas bravo, messieurs. Donc voilà pour mes tops et mes flops de cette semaine. Et pour terminer sur le 5 de la semaine, c'est un sac qui joue au basket. Au ballon. Donc voilà, au ballon de Cespo. Donc Mike James, parce que gros match contre l'Asvel. Voilà, il fait une grosse saison, il faut le reconnaître. Non, il a fait un bon match, il fait 27, on l'a dit tout à l'heure. Kendrick Nunn, 31-10, on en a parlé. Nigel Davis, qui a détruit le Bayern, on en a parlé. Zach O'Day aussi, qui a détruit le Baskonia, on a parlé du match. Et en dernier, j'ai Wright. Attends, donc là, t'as pas Nicolas Mirotic qui fait 40 déval, tu l'as pas dans ton sac de la semaine. J'ai pas mis Nicolas Mirotic parce que j'ai mis dans Zach O'Day. Oui. Non, mais regarde. On va parler de basket avec toi, frère. J'ai préféré le match de Zach O'Day. J'aurais pu mettre Mirotic. Il MVP de la journée. Il est MVP de la journée. Oui, mais j'ai préféré le match de Zach O'Day. Moi, j'ai préféré le match de Mikael Yontunen. Pour autant, est-ce que je vais le mettre dans le 5 de la semaine? Non, il n'y est pas. Non. Donc voilà, je n'allais pas mettre de mec de Milan et Moses Wright pour son match aussi. Voilà. Keenan Evans, il a joué ou pas? Non, j'ai regardé, il n'a pas joué. Ouais, il n'a pas joué. Okay. Toi, t'as mis qui, toi? Moi, j'ai pas fait de 5, mais de toute façon, sur les premiers, je suis d'accord. Enfin, Nunn, ouais. Mike James, Ace Davis, pour moi, tu peux pas ne pas les mettre. Tu peux pas ne pas mettre Mirotic. Et ça me dérangerait pas de mettre Tavares sur le dernier. Soit Tavares, soit Yontunen, parce que Yontunen fait quand même un gros match. En termes de stats, je crois qu'il a plus de 20 déval quand même. Je suis d'accord. Voilà. T'aurais pu mettre Juancho aussi, parce qu'il fait un énorme match. Oui, il y avait plein de gens à mettre. J'ai juste fait des choix. Voilà. On aurait pu mettre Justin Holiday aussi. Ouais. Très bien. Bon. J'espère que le son sera quand même de bonne qualité. Je vais essayer de régler ça. On a quand même bien parlé. Hein. T'as dit, ouais, on va pas faire comme d'habitude. 1h20, 1h20. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous voyez sur les play-in, quels sont vos trophées, etc. N'oubliez pas de lâcher un like, ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'oubliez pas de mettre un pouce dans le FIAC de Brad. Vous pouvez mettre votre pouce dans un colissimo et l'envoyer à Brad en vacances. Il se le mettra bien volontiers dans le FIAC. Et de vous abonner à la chaîne et ainsi qu'au compte TikTok et Instagram QLS Pod. Autre chose à dire? T'es bon. Non, t'es bon. Sur ce, on vous dit peut-être à la semaine prochaine. Enfin, je sais pas parce que moi je serai en Turquie et le réseau là-bas, on verra. Bisous. Bye bye.